Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour assister à cette session consacrée au Sahel. Et surtout, un immense merci à la région Normandie pour l'organisation de ce forum qui vraiment, de manière très sincère et d'une qualité exceptionnelle à tous les points de vue, aussi bien en termes de contenu qu'en termes logistiques et qu'en termes humains. Donc nous allons réfléchir aujourd'hui à la situation qui prévaut au Sahel. Mais avant de passer vraiment aux discussions et aux échanges, je souhaiterais vous présenter ce rapport de l'année dernière qui a été publié par le Parlement européen en partenariat avec le Forum mondial Normandie pour la paix et qui se réfère en partie aux indices de mesure, à l'indice de mesure de la gouvernance dans la région. Et donc ces instruments sont utilisés. Donc si ce rapport vous intéresse, il est accessible sur le site de la session, mais il y en a également des exemplaires qui sont mis à disposition à la sortie de la salle. Donc n'hésitez pas, et s'il n'y en avait pas assez, à demander également aux organisateurs si vous en voulez un exemplaire. Donc là, je vais tout d'abord introduire les différents membres du panel que je remercie chaleureusement d'être parmi nous. L'organisation de cette session a été un petit peu compliquée et perturbée, y compris entre midi et 2, puisque le quatrième intervenant, M. Abdourahmane, a fait un léger malaise et a dû être transporté à l'hôpital, mais il tient à faire malgré tout son intervention. Donc là, il est sur la route de retour, donc il faudra vraiment l'accueillir très très chaleureusement quand il reviendra, parce qu'il était vraiment pas obligé. Donc là, il est en route, mais bon, voilà. Donc avec nous aujourd'hui, le docteur Bakary Samb, qui est directeur du Timbuktu Institute, et qui travaille beaucoup sur ce qu'il appelle les conceptions endogènes de la sécurité, dont il va vous parler aujourd'hui. À mes côtés, Mahamadou Savadogo, qui est du Burkina Faso, pardon, j'ai oublié de préciser que Bakary est originaire du Sénégal au départ, mais connaît extrêmement bien et le Sahel et les dynamiques religieuses qui le parcourent, qui parcourent l'Afrique de l'Ouest plus globalement. Et donc Mahamadou Savadogo est aujourd'hui un civil, mais anciennement gendarme burkinabé, qui donc connaît plusieurs chercheurs aujourd'hui dans le Granada Consulting Group, et qui travaille lui aussi beaucoup sur la façon dont les dynamiques étatiques et locales s'entrecroisent dans l'environnement du Burkina Faso. Monsieur Assoumane Abdourahmane va représenter ici la voix d'une institution qui est très connue au Sahel et qui est bien connue des bailleurs également, qui s'appelle la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger, qui est généralement perçue comme un modèle parce que c'est un acteur qui joue un rôle depuis plus de 25 ans et qui a été créé, mais ça, M. Abdourahmane le dira de manière plus précise que je ne peux le faire, qui a été créé dans le contexte de la guerre qui a opposé les Touaregs et les Toubous, notamment au nord du Niger, aux autorités centrales du pays. Et enfin, avec nous, et je le remercie chaleureusement également, puisqu'il va intervenir au pied levé, puisque Madame Claudia Del Rey, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, n'a malheureusement pas envoyé sa contribution. Et donc Monsieur Serre, qui est le directeur adjoint d'Expertise France, va nous présenter la problématique sécurité-développement telle qu'elle est abordée par l'Union européenne et les différentes agences qui travaillent avec l'UE
dans le contexte du Sahel, bien entendu. Je voudrais quand même mettre l'accent en introduction sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sahel et qui me paraît rendre particulièrement pertinente une approche qui est développée par un grand chercheur, un des plus grands chercheurs, à mon avis, qui travaille sur le Sahel depuis des années, qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui vient de publier il y a quelques mois un livre qui s'appelle La revanche des contextes et qui explique comment les réalités locales échappent en réalité aujourd'hui à tous les types d'interventions mises en place par les partenaires extérieurs, qu'il s'agisse bien entendu des intervenants militaires, ça on l'entend assez souvent, mais également des acteurs de développement. Et il explique très bien comment un défaut de compréhension et de connaissance des contextes locaux et de leur spécificité et complexité en termes sociologiques, anthropologiques et politiques, bien sûr, constitue un biais pour des intervenants qui ne sont absolument pas familiarisés avec ces cadres et qui ont tendance à promouvoir des approches extrêmement standardisées en réalité. Bon, vous devez, si vous êtes dans cette session, c'est que la question du Sahel doit vous intéresser. Je ne sais pas si c'est le Sahel en tant que tel ou si ce sont les liens qui ont été faits avec la situation afghane qui vous incitent à assister à nos échanges aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je ne suis absolument pas spécialiste de l'Afghanistan, mais je connais assez bien les modes d'intervention internationaux. C'est vraiment mon sujet de recherche à l'origine. Et mon sujet de recherche que j'ai développé dans le cadre d'une thèse, notamment avec Bertrand Badi. Donc j'ai des approches qui sont assez sensibles aux vues que le professeur Badi a développées ce matin. Et à mon avis, aujourd'hui, il est absolument essentiel de comprendre quelles sont les faiblesses de ces instruments internationaux qui sont mobilisés dans des contextes pourtant extrêmement différents, mais selon des grilles de mobilisation et d'intervention qui sont très comparables et qui malheureusement se traduisent assez souvent par des échecs ou par un assez faible impact, en tout cas un impact qui n'est pas décisif pour les évolutions sur le terrain. Avant de passer la parole à Bakary, je voudrais vous signaler que sur le site internet de la session, je pense, a été mis en ligne un rapport qui a été publié c'était en avril maintenant, donc ça fait 7 mois, un rapport donc j'ai mis le lien sur le site, qui s'appelle Sahel, ce qui doit changer, et qui a été rédigé par un collectif d'organisations de la société civile sahélienne, ouest-africaine et internationale, qui appelle à la mise en œuvre au Sahel d'une approche centrée sur la protection des civils et qui se base sur le constat suivant, qui est malheureusement que les premières victimes de la situation qui se détériore de mois en mois, d'année en année, qui prévaut aujourd'hui au Sahel, sont les populations civiles, et qu'il est absolument nécessaire de les replacer au cœur de la réponse qui est aujourd'hui apportée à la crise. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'environnement sahélien est la plupart du temps appréhendé essentiellement selon une perspective de lutte antiterroriste. Et il ne s'agit absolument pas, évidemment, de nier que cette problématique est absolument prégnante dans le contexte sahélien, mais il s'agit de se rendre compte qu'elle s'inscrit dans des dynamiques beaucoup plus larges et que la crise est en réalité multifonctionnelle. La crise à laquelle on assiste aujourd'hui est multifonctionnelle à de nombreux égards.
et traduit une crise de gouvernance. Alors, crise de gouvernance, on entend ça partout. Ça veut dire quoi, crise de gouvernance? Je vous donne un exemple très très simple. Depuis le début de la crise sahélienne, de nombreux instruments ont été forgés, y compris la création, rien de moins quand même, d'une nouvelle organisation internationale qu'on appelle le G5 Sahel. Donc, bon, notamment les étudiants, vous connaissez peut-être la complexité de la gouvernance des organisations internationales. Et on s'aperçoit que cette organisation, le G5 Sahel, a eu du mal à donner pleinement satisfaction sur le terrain par le biais des déploiements de la force conjointe qui a été mise sur pied en son sein, mais surtout, on s'aperçoit aujourd'hui que cette instance est complètement bloquée au niveau politique en raison des coups d'État qui sont survenus dans la région. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État qui est survenu au Mali, un premier, en août 2020, mais à la suite des pressions de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, des autorités civilo-militaires avaient été nommées à la tête du Mali, mais elles ont été renversées à la suite d'un deuxième coup d'État qui s'est produit au mois de mai. Donc aujourd'hui, le président de la transition au Mali est un militaire, le colonel Assimi Goïta. Au Tchad, de la même façon, après la mort du président Déby, qui, tout maréchal qu'il s'était proclamé, était quand même un civil censé être élu à travers des mécanismes formellement démocratiques. En tout cas, au lendemain de sa mort, une junte militaire dirigée par son fils a été placé à la tête de l'État. Et donc, aujourd'hui, certains des partenaires, les autres partenaires du G5 Sahel et leurs partenaires majeurs, la France, voudraient que le Tchad, qui aujourd'hui exerce la présidence du Mali, cède la place, parce que c'est quand même difficile de promouvoir un modèle quand même démocratique quand on a pour partenaire des juntes militaires. Et la difficulté, c'est que selon l'ordre, parce que la présidence est tournante et change chaque année, c'est le Mali, donc de nouveau dirigé par une junte militaire, qui l'année prochaine va prendre la présidence de l'organisation. Donc c'est juste l'un des exemples pour vous montrer que, effectivement, les questions de gouvernance et questions politiques, qui là, pour le coup, n'ont rien à voir, enfin, en tout cas pour le cas du Tchad, rien à voir avec la problématique de la lutte anti-djihadiste, compte énormément dans la gestion de cette crise. Et donc, juste pour en revenir à ce rapport, Sahel, ce qui doit changer, si je me permets de le mentionner, j'y ai beaucoup participé avec mon organisation qui s'appelle African Security Sector Network. Bakary Samb en est membre, et c'est pour ça que je lui céderai tout de suite la parole après cette introduction. Mais si je vous invite à le consulter, c'est parce que d'abord, il a eu énormément d'audience. Il y a eu plus d'1 million de consultations sur Internet, ce qui est quand même énorme pour un rapport sur le Sahel. Et d'autre part, c'est un rapport qui a suscité l'intérêt des autorités. C'est-à-dire que quand on l'a lancé, on l'a lancé en présence du représentant de la France pour le Sahel, de l'ambassadeur Bontemps, du représentant de l'Allemagne pour le Sahel, du commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. Et lors d'une autre session, le ministre burkinabé de la réconciliation, Zéphirin Diabré, a discuté nos conclusions, nos recommandations avec nous. Et donc, ça démontre qu'une approche et un dialogue entre la société civile et les autorités est possible aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais que les approches alternatives qui sont prônées peuvent constituer aussi des pistes de solutions, puisqu'on voit très bien aujourd'hui qu'il y a une grande difficulté de la plupart des acteurs à influer dans le sens qu'ils souhaiteraient sur l'évolution de la situation au Sahel. Donc je vais te confisquer ton téléphone. Voilà. Donc Bakary, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Tu as ton propre micro. Merci beaucoup, Niagalé. Excusez-moi, c'est vrai que... merci beaucoup, Niagalé, et je commencerai vraiment par remercier les organisateurs de ce forum que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à ma collègue et amie Niagalé Bagayoko, qui a bien voulu m'impliquer, mais aussi les organisateurs de ce forum
que je commence à bien aimer parce que quand j'ai vu la composante, la présence de la jeunesse, ça m'a beaucoup rassuré. Et la participation des étudiants, des élèves, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi je préfère aussi les forums pour la paix aux forums sur la sécurité. Parce que, comme disait, je ne sais pas qui encore, que la sécurité est une chose tellement sérieuse qu'il ne faut pas seulement la confier aux militaires. Pour dire, et ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure sur l'implication citoyenne. Elle est très importante et vraiment je félicite les organisateurs de ce forum que j'ai beaucoup aimé, que je commence à découvrir depuis ce matin. Je suis arrivé de Dakar à 6 h du matin et je suis arrivé en Normandie tout à l'heure pour la première fois. Donc, mais c'est vraiment un point de satisfaction pour moi, pour lequel je tenais à féliciter les organisateurs de faire que ce soit participatif, que les jeunes soient là et que aussi le monde éducatif. C'est vrai, en parlant de ces gouvernances locales de sécurité, pour qu'on évoque un tel sujet, c'est qu'il a fallu qu'on constate que quelque chose, quelque part, n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que pendant des décennies, ou même plus, on a toujours considéré que pour la paix, la stabilité, la sécurité, il fallait chaque fois la dimension militaire, qui, à mon avis, n'a jamais réglé quelque chose, un conflit. Je ne nie pas l'importance du militaire dans la gestion des urgences sécuritaires. Elles sont là, elles font légion. Il y a beaucoup de choses, il faut une intervention, il faut même parfois des débarquements pour régler certaines situations. Mais je pense qu'on a surestimé, dans l'approche que nous avions des conflits, on a surestimé l'efficacité supposée du militaire, en négligeant ce que j'appelle les stratégies endogènes, en négligeant en amont ce qu'on devait faire. Pourquoi j'ai parlé de la jeunesse? Moi, je crois beaucoup plus à l'éducation à la paix, l'inculcation de ces valeurs-là dès le bas âge, par une prise en charge, citoyenne. Je dis ça parce que quand on voit, ça y est, un exemple, comme on est au Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme. Tout le monde est impliqué sur la lutte contre le terrorisme, mais est-ce qu'on a pensé aux conditions qui ont mené à ce terrorisme-là? C'est-à-dire que pour moi, qui fait nettement la différence entre la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme qui mène au terrorisme. La lutte contre le terrorisme vise quoi? L'élimination des cibles. Et les cibles se régénèrent. Ben Laden est mort, il a fait des émules. L'émir de l'État islamique au Grand Sahara est mort, le terrorisme n'est pas terminé. Et c'est pourquoi je dis très souvent qu'on n'a jamais vu une Kalachnikov tuer une idéologie. La guerre naît, comme le disait l'autre, dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des hommes aussi qu'il faut trouver cette paix-là. Et cet esprit-là, dans cet esprit-là, s'il y a un effet vraiment très important qu'il faut mettre en avant, c'est l'éducation à cette paix-là. Encore une autre raison de vous féliciter pour dire forum sur la paix et pas forum sur la sécurité. L'autre chose que je voulais dire aussi, pour constater ce qui n'a pas marché. En Afghanistan, c'est 20 ans plus d'intervention. Finalement, on a fini par faire par ce avec quoi on devrait commencer, parler. Et je crois qu'aujourd'hui, si au Sahel, il y a cet enlisement sur le plan sécuritaire, il y a cette impasse qui est devant nous, c'est parce que justement, on a surestimé l'importance du militaire dans cette affaire. Pourquoi le Sahel est comme ça? Pourquoi on a vu tout de suite des terroristes, des extrémistes violents, etc. C'est que la communauté internationale, elle a au moins au Sahel, au moins 40 ans de retard par rapport aux phénomènes et aux réseaux qu'on essaie de combattre. 40 ans, pourquoi? Parce que dans les années 70, c'était les grandes sécheresses dans le Sahel. Et pendant ces sécheresses, les États africains ont beaucoup souffert. Malheureusement,
pendant cette même période, c'était la période des chocs pétroliers et de la crise financière en Europe et aux États-Unis. Donc nos partenaires européens, américains n'avaient pas d'argent pour nous aider. Qui avait de l'argent? Mais c'est ceux qui vendaient du pétrole. Mais ceux-là, ils avaient de l'argent, de l'aide apportée en Afrique, mais aussi ils avaient des idéologies à exporter. Et au même moment, comme si la communauté internationale n'avait rien compris, on a demandé aux pays africains la chose suivante, qui, à mon avis, est une bizarrerie. On nous a dit, voilà, on a un nouveau monde, et voilà, on a un nouveau... Bonjour, comment tu vas? Ça va, Abdourahmane? Ça va bien? Dalal. Merci, Abdour. Voilà. Donc, on demande aux pays africains, après avoir souffert de ces sécheresses, on leur demande maintenant quelque chose en leur disant maintenant, c'est un peu du Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, on demande seulement aux pays africains du tiers-monde, si vous faites de la démocratisation, de la démocratie, et à la sauce économie libérale, en libéralisant vos entreprises, etc., et en faisant moins d'État et mieux d'État, c'est-à-dire qu'investissez le moins possible dans l'éducation, dans la santé, le développement va arriver et la paix. C'est le contraire. Il y a eu le discours de la Baule avec Mitterrand, démocratisation, libéralisation, et ça a tué complètement les États qui ont de moins en moins investi dans l'éducation et la santé et qui a pris la place des organisations, des ONG islamistes qui ont creusé des puits, qui ont construit des écoles, qui ont créé des liens sociaux, qui ont créé de la solidarité. Et ils ont produit aujourd'hui ces mouvements qui se développent et 40 ans après, on arrive avec des kalachnikovs pour les déloger. Ils ont un ancrage social, ils sont acceptés par les populations et nous n'avons, ou en tout cas avec nos partenaires internationaux, que de l'armement, etc., pour les déloger. Et ça ne marche pas. Donc la lutte contre le terrorisme vise l'élimination des cibles. Et les cibles se régénèrent. Mais la prévention de l'extrémisme vise à s'attaquer aux causes structurelles qui mènent à cette radicalisation-là. Et ça, il y a moins de publicité dessus parce que c'est plus difficile. C'est par la santé, par l'éducation, par des investissements massifs sur le capital humain, sur la jeunesse. Et comme c'est plus compliqué à faire, on communique beaucoup plus sur les interventions militaires, etc. Donc voilà la petite erreur qu'on a commise ensemble. Après cela, les groupes se sont installés. En arrivant c'est vrai qu'il y avait des urgences pour les déloger au Mali, etc. Mais il fallait, je pense, combiner les deux. Certes, la gestion des urgences sécuritaires, mais le fait aussi de faire cette prévention par l'éducation à la paix. Donc ce qu'on n'a pas fait, c'est, on est arrivé après à ce que j'appelle, c'est un concept que j'aime bien, Niagale va encore sourire, je vais la sortir, le concept de conflit de perception du conflit. Il y a un conflit de perception du conflit au Sahel entre la conception internationale, son analyse et les perceptions locales. Ce qui rejoint ce que Olivier de Sardan a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense à des ensembles, on pense pour eux, c'est pas que depuis le tir a été rectifié, l'Alliance Sahel, d'autres, mais à une époque où il y a eu plus de 18 ou 19 stratégies Sahel, et toutes ont été conçues, pensées hors du Sahel et pour les Sahéliens. Et maintenant, comment on peut que ça marche? Ça ne marche pas. Et maintenant, il y a l'Alliance Sahel, il y a beaucoup d'autres initiatives, Nexus, on va de plus en plus vers ce Nexus sécurité-développement, et c'est quelque chose, je pense, à mon avis, qu'il faut saluer. Donc, on n'a pas écouté le terrain, on a voulu lui imposer des paradigmes. Cette absence d'écoute-là a produit quoi? Un rejet de la part des populations, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, l'étape importante, les gens de l'USAID, de la coopération d'aide au développement américaine, sont venus me voir à Dakar. Ils me disent, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On est complètement... Qu'est-ce qu'on fait après l'Afghanistan? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais je pense qu'il vous est venu l'opportunité d'avoir l'attitude humble d'écouter. Je pense qu'il faut réécouter le terrain. Après l'écoute, il faut dialoguer. Mais il y a un autre aspect qui est très difficile, c'est-à-dire qu'il faut restaurer la confiance entre
les intervenants internationaux et les populations locales. Et ce n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, et après seulement ça, je pense qu'on peut arriver à cette co-construction des stratégies. On dit bien chez nous que tout seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est que les populations se sont mises à inventer, à créer des solutions alternatives qui marchent les unes, qui marchent moins bien que les autres, comme de créer des groupes d'autodéfense. Je pense que mon collègue Salvador y reviendra, mais aussi des initiatives aujourd'hui positives. Vous savez, je pense que dans cette approche-là, il faut aller vers les situations positives. Lorsqu'il m'a été proposé de faire un programme en anglais, Countering Violent Extremism, contrer l'extrémisme violent, je leur dis ces 3 mots négatifs, contrer extrémisme violent. Moi, je préfère éducation pour la paix. Et je crois qu'il y a des stratégies endogènes qui sont menées par les populations, des femmes braves qui, dans le bassin du lac Tchad, essaient de contourner et de contrecarrer le discours de Boko Haram, des leaders religieux qu'on retrouve dans certaines régions qui mènent des initiatives, des jeunes qui créent des chaînes YouTube d'éducation à la paix avec des moyens assez limités, des jeunes qui essaient de créer des groupes du vivre ensemble. Ce sont ces choses-là, à mon avis, qu'on néglige, qui valent moins... C'est-à-dire un programme d'une année de ces initiatives coûte moins cher qu'une journée d'intervention militaire. Mais le fait est que c'est cela qui peut être mis en avant pour être communiqué. Mais après avoir dit ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui peut marcher? C'est d'abord donner et accorder aux initiatives locales la dignité de solution. Ne pas imprimer sur ce terrain sahélien des paradigmes conçus d'ailleurs sans l'implication de ces populations-là. L'autre chose, c'est la valorisation des ressources culturelles africaines endogènes en matière de résolution de conflits et de stabilisation. Un ami qui vient de décéder, je suis en train de rééditer son ouvrage, qui parlait du patrimoine de Tombouctou au Mali comme ressource de construction de la paix, etc. Je pense que ces choses-là, on les annule. La valeur de la culture, le poids de la culture, le poids de... Il y a de ces choses-là qu'on peut puiser de ce terrain africain. L'autre chose, je pense qu'il faut arriver à une co-construction. Cette co-construction, maintenant, dans les nouveaux rapports Sud-Nord, se fera par une coopération, par ce que Senghor appelait, je pense qu'il aimait beaucoup aussi la Normandie, Senghor appelait ça que cette civilisation de l'universel qu'on devrait construire devrait être le rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense que nos partenaires européens, moi je prends, tout le monde doit apprendre, mais ils pourraient aussi apprendre. Vous savez, je taquine mes amis européens en leur disant, vous savez ce qui vous manque parfois, c'est une forme d'anthropologie inversée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup étudié tous les peuples, les Incas, les Indiens, etc. Mais peut-être il vous manque le regard d'autrui sur vous-même. Ça pourrait vous aider. Et je crois que nous pouvons le faire ensemble. Parce que la co-construction ne marchera pas si on ne casse pas tous les préjugés et les présupposés. Il faudrait reconnaître à ces stratégies la dignité de solution. Et c'est comme ça qu'on peut co-construire les solutions et les stratégies. Sinon, on va revenir à la case départ et imposer des paradigmes. Je parle beaucoup là. Je vais conclure, donc 2 minutes. Et dans un contexte très difficile où les populations locales doivent encore, et les actions citoyennes. Moi, je ne compte pas beaucoup sur les États, je compte beaucoup sur les citoyens. Les citoyens, ce sont les gens qui ont voté démocratiquement pour des régimes qui, après, une fois qu'on a voté pour eux, bon, ils sont un peu plus libres que pour les mandats qu'on leur avait confiés. Aujourd'hui, il y a Niagalé parle des coups d'État. Il y a ce qu'un certain Larry Diamond appelait les vents défavorables à la démocratie, des ill winds. Comment on était arrivé là? Il disait qu'il y a 3 choses qui sont là, combinées, qui justifient ces vents défavorables à la démocratie. Ce qu'il appelle la colère russe, l'insuffisance américaine et l'ambition chinoise. Mais ces 3 choses ont une conséquence maintenant sur le comportement des démocraties. En Afghanistan, voilà, après 20 ans de combat, on se met à faire accepter ce qu'on a refusé pendant des années en disant c'est l'extrémisme. Maintenant, je me demande même quelle sera notre crédibilité dans la lutte contre l'extrémisme violent quand on nous dit que même les pays qui sont contre le dialogue avec des groupes terroristes au Mali sont allés voir les talibans à Doha.
comme la France. Et quelle est la crédibilité de ces démocrates? Maintenant, la conséquence, rapidement, j'en termine là. La conséquence, c'est qu'il s'est installé au niveau international et les citoyens doivent se mobiliser davantage. Il s'est installé au niveau international quelque chose de terrifiant, ce qu'on appelle la réelle politique, le pragmatisme diplomatique. Aucune puissance européenne ne condamne ni des exactions, parce que si vous désertez le terrain, les Chinois vont prendre le marché, les Russes vont venir. Et au prix de cela, on fait des concessions énormes sur plein de choses, parce qu'il y a les Chinois ou il y a les Russes, il y a autre chose. Ce qui fait que les sociétés civiles africaines aujourd'hui sont complètement désemparées. Ils n'ont plus de soutien, ils ne peuvent plus compter sur l'appui des puissances internationales ou occidentales, parce que ces puissances sont dans une forme de réalisme. Ce qui fait que la société civile qui monte, c'est la société civile religieuse, qui prend toute la place et qui fait face à l'État, mais aussi qui collabore avec l'État. Ça, c'est un. La deuxième chose, ces 10 dernières années, aucune élection contestée n'a été complètement invalidée par les organisations internationales. On a vu des émissaires qui disent, oui, malgré quelques irrégularités, ça et là, qui, en gros, n'entachent pas l'insincérité du scrutin. Voilà, c'est comme ça qu'il dit. C'est la phrase, hein? Voilà. On admet que, machin, voilà. Après, quand il y a un coup d'État, les coups d'État sont immédiatement condamnés, progressivement admises, et la durée de la transition dépend de la capacité de la junte en place à naviguer avec. Parce qu'il y a les puissances occidentales, les démocraties, voilà, pour parler de core values, les valeurs que nous partageons. Les démocraties ont sacrifié les principes sacro-saints qu'ils défendaient sur l'autel des intérêts stratégiques immédiats. Je dis immédiats parce que ça va nous rattraper. Ça, c'est bien. Maintenant, l'autre chose avec l'émergence de la Chine et de la Russie, maintenant, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué le fait qu'on n'ose plus condamner ces choses-là parce que ces puissances vont prendre la place. Mais en même temps, ça fait quoi? C'est que les régimes africains, qui avant, dans les années 80-90, lorsque ces régimes enfreignaient aux règles démocratiques, elles avaient peur des sanctions de l'Union européenne, de la Banque mondiale, des FMI. Maintenant, non. Si l'Union européenne les sanctionne, la Banque mondiale, non. Ils ont le Qatar, ils ont l'Arabie saoudite, ils ont la Chine, ils ont la Russie, qui donnent beaucoup plus d'argent et moins regardant sur la transparence et la bonne gouvernance. Ça fait quoi? Ça fait un soulagement énorme pour les régimes autoritaires, mais une épée de Damoclès sur la tête des citoyens engagés qui n'ont plus d'alliés. Et qu'aujourd'hui, il y a comme un néolibéralisme qui est de retour, allié à des forces, à des formes de révolution, ce que j'appelle les révolutions conservatrices aujourd'hui, avec des populismes aussi bien en Europe que chez nous, des populismes qu'on va monter partout, la théorie du remplacement, ouais, bon, je vais relâcher le mot, quoi. En France, maintenant, quelqu'un m'a dit un truc que j'ai beaucoup aimé, il m'a dit, en France, on a tous actuellement des hémorroïdes, voilà, et ça fait très mal. Et maintenant, je crois que des hémorroïdes, voilà, c'est pas mal comme truc. Donc, je crois que face à des situations comme ça, et des régimes qui ne regardent que les intérêts stratégiques, des régimes africains qui enfreignent aux règles démocratiques et qui n'ont plus de pression, qui ont des soulagements au niveau du financement, c'est les populations citoyennes qui doivent aujourd'hui se mobiliser pour la sécurité, pour la paix et investir dans l'éducation. Moi, je crois beaucoup à l'éducation parce que pour moi, l'éducation, c'est l'arme de construction massive de citoyenneté et de paix. Merci. Merci beaucoup, Bakary. Je ne regrette pas, comme d'habitude, hein, d'être dans un panel à tes côtés. Bon, j'espère que ça suscitera des réactions, des questions constructives. Donc, je dis bonjour à Monsieur Abdourahmane et merci beaucoup d'être là. J'avais expliqué un peu la situation. Donc vraiment, votre engagement est particulièrement apprécié. Donc je vais vous laisser, sans plus tarder, vous exprimer pour nous parler du travail qui est fait sur le terrain par la Haute Autorité de consolidation de la paix du Niger. Merci bien. Merci encore pour votre hospitalité. J'avais juste un petit souci que chez nous, ça ne causera pas de... Mais l'hospitalité des gens de Normandie, on fait en sorte... Il faut que je fasse un petit check. Je suis bien sorti. Merci encore. Merci vraiment.
c'est toujours difficile de prendre la parole devant ces sommités que j'en connais bien, avec lesquelles nous avions beaucoup travaillé, qui ont beaucoup fait pour le Sahel. Ils ont beaucoup travaillé avec nos institutions, vraiment, qu'ils ont beaucoup aidé davantage à comprendre non seulement des choses. Donc, leur témoigne cela vraiment devant ce parterre des personnalités. Et je ne commencerai pas sans dire ce que sûrement Bakayoko avait avancé, les remerciements du général Mamadou Aboutarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, qui a ménagé son calendrier pour partager cette expérience, mais compte tenu des situations qui se présentent aujourd'hui au Sahel et chez nous, le président de la République l'a sollicité au même moment que nous sommes, donc il a dû désigner ma personne pour le représenter donc, à ce panel. Donc merci bien. Comme souhaité, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix est une institution au Niger qui a fêté récemment ses 20 ans, dont nous avions fait la capitalisation. Donc c'est un héritage de 1994, donc à la suite d'un conflit qui a sévi au Niger. Pour une deuxième fois, si on peut le dire, parce que c'est des conflits en gestation qui ont commencé un peu dans le Sahel dans les années 63, au Niger comme au Mali. Quand c'était revenu, nos autorités à son temps avaient estimé vraiment de s'asseoir avec ces communautés, voir c'est quoi le problème. En 1994, il y a eu un accord qui a donné une haute autorité à la réconciliation nationale qui, chemin faisant, en 2007, il y a eu des petits mouvements appelés MNJ. D'autres accords sont venus compléter et du coup, depuis lors, l'institution a commencé à prendre part de la haute autorité à la réconciliation nationale. Elle a été haute autorité à la consolidation de la démocratie longtemps. Et à partir de 2011, le programme de la renaissance des gouvernants actuels avait décidé de la nommer haute autorité à la consolidation de la paix avec une vision assez claire dont la première mission, c'est le dialogue avec les communautés et de créer toutes les conditions pour faire les préventions de tout ce qui peut advenir comme éventuel conflit au Niger. À sa tête, le général Mamadou Aboutarka, que je vais vous dire, et le schéma de cette haute autorité était vu sous l'angle déjà décliné par la vision politique, surtout du président sortant, Mamadou Issoufou, qui était: on ne peut pas prétendre à un développement quelconque sans pouvoir finir avec cette question vraiment d'insécurité. Et il s'est avéré à son temps, la chute de la Libye, le collapse du Mali était arrivé, énormément compliqué. Et ses premières visions, c'était de comment politiquement on pourrait gérer cette question. Ça a été géré politiquement. Les anciens cadres dont je venais de citer, de ces accords, ont été davantage impliqués. Beaucoup qui étaient dans cet accord de 1994, beaucoup de revendications ont été mises en œuvre pour au moins asseoir une stabilité dans une grande partie du pays avant d'en comprendre d'autres éventuels mouvements qui ont commencé à surgir au nord Tillabéri avec le temps. Donc, c'est l'une des premières visions qui a vu Birji Rafini, que tous peut-être vous entendez, que vous connaissez, était nommé Premier ministre. Personne ne s'en revenait qu'il soit nommé Premier ministre, mais le président de la République a dû expliquer à son précaré les raisons pour lesquelles... Pardon, juste si vous pouvez expliquer quelle est son origine, et expliquer aussi quelle est l'origine du président du Niger actuel, parce que voilà, c'est pas forcément évident pour le public. Tout à fait. Donc Birji Rafini, il est en quelque sorte un des leaders politiques, si on peut le dire, de la rébellion Touareg à son temps, qui a vu cet accord. Donc il est de la région d'Agadez, de l'Aïr,
Et je pense qu'il doit avoir une origine, évidemment, un peu occidentale. Mais il fut maire de Iférouane. Donc, à 6 mois de l'élection du président Mahamadou Issoufou, donc, qui avait passé le témoin récemment, il l'a approché et lui faire une promesse au cas s'il va venir au pouvoir. Et quand il était arrivé au pouvoir, parce qu'il s'est dit, même s'il arrive au pouvoir, il ne pourra pas gérer sans pouvoir contenir un certain nombre de crises sous-jacentes qui existaient déjà. Donc le président Mahamadou Issoufou, celui qui a passé le témoin en avril dernier, pour la première fois le Niger a connu son alternance et qui a énormément contribué vraiment pour pouvoir gérer cette crise. On peut le dire qu'il est à la base de la création du G5 Sahel. On peut le dire qu'il est l'un des premiers à se lever quand le Mali a été envahi et bien beaucoup d'autres. Et je raconte une anecdote lors d'un sommet. J'avais personnellement échangé avec Herman Van Rompuy qui était au Niger. Lors d'une rencontre, il dit, lui, il n'avait jamais compris que cette crise du Sahel est ainsi que lorsqu'il avait eu un dîner avec le président Mahamadou Issoufou, qui lui a clairement expliqué quand les Européens ne se lèvent pas pour gérer de manière collective cette crise avec les Sahéliens, ceux qui en vivent, il va être difficile et le terrorisme risque de se transporter en Europe. Voilà un peu les mots qu'il m'a dit dans cet échange. Donc Issoufou, dans vraiment tout ces rencontres qu'il a essayé de faire du point de vue diplomatique, gérer ces problèmes, il en a expliqué et ça a eu ses retombées avec le temps et la création d'un certain nombre d'institutions au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour qu'on en comprenne qu'il n'est pas possible de gouverner avec vraiment cette situation de crise, surtout au Sahel, pas le Sahel global, le Sahel central, et surtout les zones de 3 frontières, les zones du Lubtako-Gourma. Donc voilà en quelque sorte pourquoi le président Issoufou avait responsabilisé cette autorité à la conservation de la paix avec le président général Mahmoud Abou Tarka qui avait déjà une expérience en Afghanistan, au Libéria, au Sierra Leone, de la stabilisation. Et avec son équipe, ils ont essayé de proposer ces visions au Conseil national de sécurité qui donnait mandat à la HACP sur quoi faire, quoi mettre en œuvre pour qu'on arrive à stabiliser évidemment le Niger pendant 10 ans. Et le premier accent, comme je venais vous le dire, c'est des propositions à la gestion de cette gouvernance politique. Le deuxième est la gouvernance économique qu'on propose à ces communautés parce qu'on a l'habitude de le dire et chaque fois on le répète, la conception que Bakary venait de dire, les Occidentaux ont du terrorisme au Niger, au Sahel du moins, n'est pas bien ça. Ce n'est pas une conception comme ici en Occident, mais elle a ses raisons bien d'autres qui sont des questions de gouvernance qui ont impacté sur beaucoup d'aspects, les questions de changement climatique et bien d'autres, les questions d'injustice qui ont fait en sorte les jeunes sans opportunité. Vous voyez, pour quelqu'un qui, même pour avoir une mesure de 1000, a besoin d'attendre une seule fois par semaine le jour du marché pour pouvoir s'en procurer. Donc tous ces gens, des jeunes, pour les questions climatiques, avec précision, je vous en dirai que la haute autorité a commencé à initier un programme qu'on appelait Complexe de la paix. On s'était rendu compte depuis 1961, avec la loi 6105, qui avait un peu réparti les zones, évidemment agricoles, les zones de pâturage au Niger. Les gouvernants qui en sont venus n'ont pas pensé à faire d'autres choses sur l'ensemble en fait, du pays. On avait quelques points d'eau et il s'est avéré, on était à son temps 3 millions d'habitants, pour un pays qui croît rapidement, 7 enfants par femme. Aujourd'hui, nous sommes à 22-23 millions. Et les circonstances ont fait en sorte aujourd'hui ces pasteurs se retrouvent sans terre là où ils vivaient. Et certains nous ont confié qu'ils passent à son temps 8 mois sur les 12 en territoire malien pour chercher de l'eau, moyennant quelque chose.
et faire des pactes avec certains groupes organisés pour pouvoir sécuriser leurs biens parce que le Niger ne leur offrait pas. Et le président Issoufa, à son temps, dit que mais si tel est le cas, l'État a tort, l'État doit corriger. Et on avait proposé sur l'ensemble de Nord Labéry des zones d'Inates, des zones de Weidi Bangou, des zones de Boujidei, des zones autour de Zaroum Darey, des zones d'Inidei, un certain nombre de localités sur l'ensemble de ce corridor dont je vous parlais. On a amené l'eau secondo, on a initié des rencontres avec les chefferies traditionnelles qu'on avait responsabilisées et un chef nous avait promis si réellement vous commencez à vous occuper de nos localités parce qu'il y a absence de l'État, absence de développement, même nos jeunes, nous sommes convaincus qu'ils vont quitter l'autre côté pour répondre. Et c'est ce qui fut fait maintenant depuis 4 ans à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il est difficile de trouver un jeune Nigérien parmi les groupes terroristes. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais c'est difficile parce qu'on organise des recrutements. Dès qu'il y a des enfants qui ont l'âge d'aller dans l'armée, on les prend, on part, on les forme et d'autres, on leur donne d'autres opportunités pour qu'ils puissent avoir de quoi faire. Et évidemment, c'est l'une des propositions qui a été faite. Et le complexe de paix que j'avais expliqué, c'était quoi? C'était on faisait un forage moderne, un puits, même en cas de panne de forage, un parc de vaccination autour, banque céréalière, banque aliments bétail et un centre de sécurité à l'avenir. Et sur l'ensemble de ces zones, récemment à Torodi, une zone aussi assez compliquée qui fait directement frontière avec le Burkina, on a commencé à initier évidemment ce genre d'initiative pour au moins permettre aux gens d'avoir un certain nombre de résilience dans les communautés là où ils vivent parce que c'est là manque et c'est l'un des facteurs vraiment qui exacerbe cette situation de crise. Ça, c'est une des propositions que la HACP offre à ces communautés. Et l'autre aspect, c'était le dialogue. On avait hérité, sans que vous le sachiez, d'une armée coloniale. Le regard qu'il y avait avec les populations civiles, c'était autre. Il n'y avait pas de renseignement parce que nos forces de l'ordre, telles qu'ils se présentent, un citoyen ne leur donnera pas confiance pour donner des renseignements. Et la manière dont le retour leur revient assez difficile. La HACP a essayé de créer un certain nombre d'outils, notamment les espaces de dialogue, créer un cadre de discussion, des tribunes citoyennes, pour mettre l'ensemble des paquets de la chaîne, discuter entre eux, qu'ils comprennent la nécessité pour que les gens travaillent ensemble afin qu'on puisse en juguler, évidemment, les citations. Et on avait mis à DIFA, au tout début de la crise, les comités de paix, dont on a défini un certain nombre de compositions, et l'ensemble des communautés qui s'y présentent dans la zone participent, dont le maire et le président du comité. Donc, à partir de 2012, le déclenchement de la crise, c'est ces comités de paix qui ont permis évidemment d'informer les autorités pour que rapidement des dispositions puissent être prises. Et nous sommes arrivés au stade là où ces comités de paix sont devenus incontournables dans la gestion, presque même du développement dans ces localités, du fait de l'expérience qu'ils ont acquise depuis tous ces temps. Et lors d'un dernier conseil de sécurité du chef de l'État sortant, il avait même ordonné à ce qu'on mette en place ces comités de paix sur l'ensemble du territoire, comme l'actuel chef de l'État a donné mandat le 16 au 18 dernier, à la suite de la cure salée, encore à la haute autorité, d'organiser des forums communautaires comme celui qu'on a organisé à Ingel récemment sur l'ensemble du territoire et mettre une multitude d'acteurs un peu sur ces zones. Donc voilà, en quelque sorte, un peu de ce que nous faisons. Je reviendrai sûrement sur d'autres aspects. C'est ça que la HACP essaie de faire et c'est ça qui a permis, si je peux le dire, au Niger d'être davantage stable et le seul îlot qui est encore stable au Sahel qui tient. Donc vraiment, je pense que ces échanges permettront à ce que non seulement qu'on en comprenne
beaucoup, évidemment, sur cette situation du Sahel central, du Liptako Gourma, et que des propositions et conclusions avec tous ces experts et évidemment le public que vous êtes. Merci. Merci infiniment, Monsieur Abdourahmane. Bon, ce qu'on essaie vraiment de montrer dans cette session, c'est l'existence d'approches en réalité alternatives dont on a rarement conscience en réalité côté français, côté international d'une manière générale. Et les conflits de perception dont a parlé Bakary, je pense qu'ils apparaissent bien dans l'intervention de M. Abdourahmane, parce qu'on voit bien que l'approche est très locale et qu'elle ne se fait pas selon les mêmes présupposés. Cela dit, bon, je me permets quand même de dire que la situation du Niger s'aggrave malgré tout aujourd'hui. Donc, est-ce que ces instruments-là de prévention, de dialogue vont continuer à pouvoir être mobilisés, alors que vraiment, notamment la région de Tillabéri, donc c'est vraiment la région de l'ouest du Niger, s'aggrave de manière très préoccupante. Mais enfin, voilà, je pense que c'était important. On va passer au Burkina Faso maintenant, avec Mahamadou Savadogo. Ok. Merci beaucoup. Et chez nous, quand les anciens parlent, quand les grands frères ont déjà parlé, je pense que je vais vous faire l'économie des remerciements. Je suppose qu'ils ont remercié au nom de tout le monde et au nom aussi du petit frère que je suis. Donc, je vais vous épargner les salam alek et puis aller tout droit au but. Donc, pour faire suite à ce que Dr Bakary Samba disait, moi je note que la réponse militaire, elle est parfois nécessaire, mais elle n'est pas toujours suffisante pour maintenir la stabilité et ramener la paix. Et je pense que c'est ce que beaucoup de pays sahéliens n'ont pas compris, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, cette vague des groupes armés terroristes est en train de se déverser et en train de gagner du terrain. Et je dirais que nous avons, à un moment donné, omis d'activer des méthodes endogènes de résilience qui sont propres à nos communautés, qui sont dans nos communautés et avec lesquelles on pouvait arrêter la saignée, on pouvait ralentir cette approche de ces groupes armés terroristes. Malheureusement, nous avons expérimenté des stratégies que nous ne maîtrisions pas et des stratégies qui nous ont été, c'est vrai, proposées par nos amis, par la communauté internationale. Et maintenant, nous sommes progressivement en train de revenir en arrière et d'activer ces mécanismes endogènes de résilience. Malheureusement, comme le disait Thomas Sankara, qui est un de nos illustres présidents, c'est bien d'activer les mécanismes endogènes de résilience, mais c'est le moment de les activer qui est très important. Si vous les activez mal et au moment inopportun, ils ne serviront à rien. Au contraire, ils vont se retourner contre vous. Et malheureusement, c'est ça, nous en sommes là. Et Thomas Sankara avait expérimenté ce qu'on appelle la sécurité par le bas. La sécurité par le bas, c'est le fait d'inciter les populations à produire la sécurité et non à consommer la sécurité. Malheureusement, après sa mort, on est retombé dans la phase de l'État-providence et on a promis à la population qu'il fallait juste se contenter de produire, de consommer la sécurité. Ce que nos États africains ne peuvent pas faire, puisque nous n'avons pas cette puissance militaire nécessaire, nous n'avons pas les moyens nécessaires, et vu l'étendue de nos territoires, nous ne pouvons pas le faire. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a eu la création et l'apparition opportuniste d'un certain nombre de dynamiques, de facteurs et de groupes qui ont apparu en même temps que les groupes armés terroristes. Et ces groupes-là, c'est les groupes d'autodéfense. Et les groupes d'autodéfense au Burkina, comme au Mali d'ailleurs, il y en a. Des fois, c'est même une continuité de ce qui se passe au Mali, parce que les frontières, elles sont faites par les États. Les frontières entre les communautés n'existent pas.
les frontières du Burkina, du Mali et du Niger, elles sont juste administratives. Elles ne sont pas géographiques. Aucune colline ne sépare le Burkina du Niger. Aucune colline ne sépare le Burkina du Mali. C'est juste l'administration qui dit que bon, à partir de là, c'est le Niger. Et je peux vous rassurer que beaucoup de communautés qui sont entre les frontières parlent même beaucoup plus la langue de fois de l'autre pays que de leur pays d'origine. Et de fois bénéficient plus des avantages de l'autre pays que du pays parce qu'ils sont tellement éloignés du pouvoir central que le pouvoir central semble les avoir oubliés. Et donc, c'est dans ce sens que pas mal de groupes de communautés se sont organisés en créant ces groupes d'autodéfense. Donc au Burkina, on a répertorié 4 grands groupes. On a d'abord les Rouga. Les Rouga, si vous voulez, ce n'est pas un groupe d'autodéfense, mais c'est quand même une organisation des éleveurs peuls pour assurer la sécurité de la transhumance. Et de plus en plus, effectivement, les éleveurs, les pasteurs se retournent vers ce groupe parce qu'avec la situation d'insécurité, ils sont harcelés et par les groupes armés terroristes et par les forces de défense et de sécurité. Donc, ils se retrouvent donc à s'organiser pour se sécuriser et pour se défendre parce qu'il y a l'absence de l'État. Ensuite, on a les groupes qu'on appelle les Dozo. Les Dozo, ils se retrouvent à l'ouest du Burkina. C'est même une continuité des groupes Dozo du Mali et des groupes Dozo de la Côte d'Ivoire. En son temps, si vous vous rappelez la rébellion ivoirienne, les Dozo ont joué un rôle très important dans la rébellion, dans la rébellion ivoirienne. Aujourd'hui, à l'ouest du Burkina, les Dozo sont le dernier rempart sur qui le gouvernement peut compter pour contenir l'avancée, l'invasion de ces groupes armés terroristes. Mais attention, ces Dozo ne sont pas dupes. C'est aussi une opportunité pour eux de s'affirmer. C'est aussi une opportunité pour eux de gagner du terrain, de s'armer. Comme ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire pendant la rébellion ivoirienne. Ensuite, on a le troisième groupe qu'on appelle les Korlouéro. Je sais que vous allez avoir du mal à les prononcer. Et à l'écrire. Oui, à l'écrire, parce que c'est en langue morée. Donc, vous pouvez dire K. K, il n'y a pas de problème. Les Korlouéro, qui sont un groupe d'autodéfense ils sont situés un peu dans le plateau central et à l'est et au centre-est. Alors, c'est des groupes d'autodéfense qui ont apparu juste après 2019 et 2009 plutôt, mais qui ont eu l'ascension, qui ont eu l'aura après l'insurrection populaire qui a entraîné la chute de notre ancien président qui a dirigé le pays pendant 27 ans. Donc après, ces groupes-là sont spécialisés dans la lutte contre la criminalité parce qu'il y a certaines zones qui échappaient au contrôle de l'État, non pas dû au fait des groupes armés terroristes, mais liés à l'insécurité et à la criminalité. Donc les populations se sont organisées pour remplacer l'État dans son rôle régalien de lutte et de fourniture de sécurité. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui est apparu bien avant la situation sécuritaire dégradée, mais qui aujourd'hui est aussi en train d'évoluer parce que les VDP et les Korlouéro ont vu que c'est une opportunité pour eux de s'affirmer, d'avoir des armes et aussi de se faire de plus en plus de l'aura au sein des populations locales. Aujourd'hui, si vous demandez aux Burkinabés, près de 80% des Burkinabés, lorsqu'ils ont un problème sécuritaire à qui ils préfèrent se référer, ils vous diront, pas à la police, pas à la gendarmerie, nous préférons nous référer au Korlouéro, si vous voulez, qui est une réplique de ce que Thomas Sankara avait mis en place depuis 1983, au moment de la Révolution. Et donc, il avait mis des sortes de milices populaires qui avaient une justice expéditive et qui arrivaient à rendre rapidement justice et à faire régner un peu la sécurité. Donc, c'est cette forme de justice qui est revenue aujourd'hui. Et le dernier groupe, qui est le dernier né des groupes d'autodéfense,
c'est ce qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie, qui est un groupe qui a été créé par l'État lui-même pour l'aider dans la lutte contre le terrorisme. Alors, malheureusement, ce groupe aussi, il est en train d'échapper au contrôle de l'État. Il est en train de prendre de l'ampleur parce que l'État n'arrive pas à contrôler. Pire, ils sont dans des zones, ils sont en première ligne de front, c'est-à-dire ils sont en avant, c'est-à-dire ils sont face au groupe armé terroriste et après l'armée vient. Donc vous voyez quelle position ils occupent et comment est-ce que après le rétablissement de la paix, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'ils vont accepter après s'être sacrifiés et restituer les armes? Est-ce qu'après la stabilité, ils vont être réintégrés ou pas? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et aussi, nous avons vu que tout au long de la dégradation de la situation sécuritaire, on s'est retrouvé avec ces acteurs et la complexité de la situation du Burkina fait que le nombre d'acteurs s'est multiplié et le nombre d'acteurs incontrôlés surtout s'est multiplié. Je précise que le Burkina est l'un des pays qui est situé entre le Niger et le Mali. Et si vous voulez, si vous regardez sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, c'est le chapeau, c'est le dernier rempart après les pays côtiers. Togo, Bénin, Ghana. Si vous voulez, c'est comme si le Burkina portait, voilà, Côte d'Ivoire. C'est comme si le Burkina portait les pays côtiers. Donc, si le Burkina chute, il y a de fortes chances que les pays côtiers soient atteints, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, le nord de ces pays commence déjà à être envahi par les groupes armés terroristes. Alors, rapidement, pour résumer, la situation sécuritaire du Burkina est très délétère. On a un contexte qui défie toutes les prévisions. On a 83% des victimes qui sont des enfants et des femmes. 83% des personnes déplacées internes sont des femmes et des enfants. On a 1 423 000 personnes déplacées internes. 57% des personnes déplacées internes d'Afrique. Donc, en Afrique, si on réunit toutes les personnes déplacées, le Burkina, à lui seul, a les 53% des personnes déplacées internes. Et nous avons des attaques quasi quotidiennes ou hebdomadaires qui tournent entre 10 à 20 incidents de nature terroriste par semaine. On a des milliers de morts. C'est vrai que ce n'est pas très médiatisé, mais le Burkina est en train, il y a certaines communes qui ont disparu. Et présentement, le Burkina est vraiment en souffrance. Mais si vous posez cette question, malheureusement, à nos autorités, ils vous diront que tout va bien. Tout va bien parce que le Burkina utile n'est pas touché. Qui est le Burkina utile? C'est Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement efficace qui vous montre là aussi une autre réalité de terrain. Je pense qu'il est essentiel et ce type de forum permet de discuter de l'autre réalité. Ça ne veut pas dire que les mouvements terroristes, encore une fois, n'existent pas et malheureusement, ils progressent. Mais on voit bien tout le substrat et toute la complexité dans laquelle s'inscrit leur progression. Donc je laisse la parole à Julien Serre maintenant, qui va nous parler justement d'une autre lecture et d'un autre type de solution, pour le coup pas locale, apportée à la crise à travers l'intervention notamment de l'Union européenne. Merci. Merci Niagalé et merci de m'inviter à cet auguste panel. Je suis très très favorablement impressionné par la qualité des débats du forum dans l'ensemble, mais aussi de ce panel en particulier. Donc merci, j'ai pris des notes depuis tout à l'heure, c'est un plaisir. Expertise France, donc oui, merci. Niagalé m'a aussi promu, puisque je ne suis pas le directeur adjoint de tout Expertise France, mais de son département paix, stabilité et sécurité, qui est aussi le principal département d'opération. En quelques mots, c'est un opérateur, donc nous mettons en œuvre les projets. Nous n'avons pas les 6,7 milliards de capitalisation de l'Agence française de développement. Nous avons très très peu de capital en fait. Et tous nos financements viennent de l'Union européenne.
ou de la France, ou de la Banque mondiale, ou de l'ONU, ou de bailleurs nordiques bien aimables avec nous. Et on met en œuvre avec des acteurs et des experts internationaux ou locaux sur des offres qui peuvent être de l'équipement, de la formation, du renforcement de capacité, ce qu'on appelle des offres intégrées. Sur le Sahel, donc on est relativement peu connu, mais on est sans doute l'opérateur européen le plus présent au Sahel. Essentiellement au Mali, hein, le sujet est largement évoqué, avec des volumes qui sont... on parlait de régalien tout à l'heure, sur le régalien au Sahel, donc les projets de justice, de sécurité et tout ce qui touche à l'administration et les territoires, c'est près de 520 millions d'euros qui sont mis en œuvre dans le portefeuille d'Expertise France. Et en gros, en termes de projets de sécurité et développement, environ 100 à 130 millions par an. Et j'allais dire malheureusement, pas pour mes équipes, puisque j'embauche beaucoup de jeunes, parce qu'on est en croissance, malheureusement, ces financements vont augmenter et les financements européens vont suivre. Parce que, et c'est là le premier point, le constat est difficile et je voulais dire, il est réaliste. Et je pense que du coup, il faut être modérément optimiste sur notre capacité de bailleurs et nous d'opérateurs à réagir à ces constats que vous portez, qui sont tout à fait justes. Le premier, c'est que les résultats ne sont pas là. Donc, à un moment, il faut que la communauté internationale, les bailleurs, les organisations régionales, les Européens, les Français se posent la question de savoir pourquoi nos projets n'ont pas eu l'impact souhaité. Et certainement, l'Afghanistan, dont on a parlé, a vraiment réveillé les esprits, puisque ce qu'on fait au Sahel, sous bien des égards, ressemble, dans certaines expériences, à ce qui a été tenté sans succès en Afghanistan. Et puis le deuxième point, c'est qu'on est aussi réaliste sur le risque que les intérêts nationaux, y compris dans l'Union européenne, finissent par l'emporter sur ce qu'on croit être la hausse de l'aide au développement, l'engagement durable pour la paix au Sahel. Loin de là, on sait que sans résultat et que sans engagement de la part de nos pays partenaires, il est possible que ce qu'on voit aujourd'hui comme une hausse de l'aide au développement pour ces pays ne soit pas un fait durable. Donc un vrai souci de résultat. Je suis obligé de dire qu'on a des résultats positifs quand même, Niagalé. Il y a des choses. Alors, on fait par exemple, on aide la force conjointe du G5 Sahel en termes d'équipement, en termes de formation, et on passe notre temps à dire que voilà, on répond en tant qu'opérateur à une commande qui est celle de nos partenaires, avant tout, hein, du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Mauritanie, et puis de l'Union européenne, puisque c'est le portefeuille. Donc nous mettons en œuvre, et on dit beaucoup que ce ne sont pas des armées qui sont créées ex nihilo. Les projets renforcent ces armées pour des objectifs de lutte contre le terrorisme et de capacité et de déploiement aux frontières. On les aide à se former, on les aide à être plus mobiles, et on les aide à garder et à développer leurs capacités opérationnelles. Donc c'est là-dessus que les résultats doivent être mesurés. Il est un peu tôt pour évidemment conclure sur l'efficacité de tout ça, mais il faut aussi se rappeler que ce sont des efforts qui se font dans le temps. On a toujours nous-mêmes cette pression de nos maîtres politiques, j'allais dire, d'avoir du résultat rapidement. Et ça, c'est tout à fait contraire à la logique de l'efficacité, parce que l'impact se construit sur la durée. Mais aussi, c'est contraire à la bonne pensée, à la bonne réflexion. On n'a pas tendance à aller chercher des solutions endogènes, on n'a pas tendance à aller parler aux populations locales, parce qu'on n'a pas le temps et qu'on nous demande d'avoir du résultat rapidement. Les enjeux sont très nombreux sur les projets européens, et je viendrai très rapidement sur ça pour parler plutôt du comment on peut faire pour améliorer les choses. On a déjà parlé du contexte, qui est un contexte de crise, un contexte où la sécurité des personnels, pas seulement les nôtres, mais les humanitaires et les populations locales principalement, sont de plus en plus en jeu. On parle beaucoup des enlèvements. 80% des enlèvements sont des locaux, ce ne sont même
pas des internationaux. Et la hausse est très significative. Les données suivies par ACLED, qui est un site que je vous encourage à regarder et à suivre parce qu'il est très didactique, les données d'ACLED montrent une dégradation sur les pays de la région. Donc on a du mal à travailler. On a cette descente dans l'arc d'insécurité que vous avez évoqué, Mamadou, vers le Burkina Faso et vers ce qu'on appelle les pays du Golfe de Guinée. Et là, en tant que bailleur, en tant qu'Européen, on n'est pas nécessairement prêt à ça. On a mis péniblement du temps à développer des stratégies pour le Sahel. Il y en a beaucoup, je ne sais pas qu'il y en ait 17. Et là, tout à coup, il faut travailler sur le Golfe de Guinée. Donc, préparation des bailleurs qui manquent face à une situation qui est très évolutive en termes de dynamique. Et puis, le troisième point, c'est effectivement cette gouvernance qui peine à se construire, cette dynamique du coup d'État ou la malédiction des 3 mandats, comme certains l'ont dit. Et en tant qu'opérateur, nous, on essaie de travailler, on essaie de ne pas être impliqué dans des sensibilités politiques, mais évidemment, nos tutelles, ce sont le ministère des Affaires étrangères, ce sont les gens de la Commission européenne. Donc la difficulté, pour encore une fois être très concret, elle est au quotidien pour nous quand on a des problèmes de gouvernance, sans parler aujourd'hui des problèmes d'influence étrangère qui risquent d'avoir un impact très net sur les financements, notamment au Mali, si la situation venait à se dégrader. Alors, il y a quand même des cadres et il y a des choses qui sont... J'essaie de trouver d'autres éléments favorables, mais je crois qu'au niveau de la région, au niveau du Sahel, et peut-être sous l'impulsion des Allemands ou des Français ou de la Banque mondiale, mais effectivement beaucoup avec le leadership de pays dont le Niger, on a construit des coalitions. Il y a la coalition pour le Sahel, et puis il y a l'Alliance pour le Sahel, qui est son pendant pour les projets d'aide au développement. Alors, toujours on attend des résultats très vite, mais et voilà, l'Europe s'est pas fait en quelques jours, et la commission du charbon n'a pas été la bureaucratie qui est aujourd'hui Bruxelles. Il faut du temps pour que ces choses-là se construisent, mais ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est que déjà, on aligne les projets qu'on fait dans la région et les financements qu'on a autour des priorités qui sont données par la coalition pour le Sahel. Alors, c'est un milieu partenarial avec des influences des principaux acteurs, dont certainement la France, mais aussi l'Union européenne en tant que financeur. Mais ça nous donne au moins un axe de concentration, et je parlerai après des questions d'aide, sur ce qu'on appelle les piliers. Donc, il y a le pilier de la lutte contre le terrorisme. Expertise France ne touche pas à ça et ne finance pas d'armement. Il y a le pilier du retour de l'État, le pilier de la réforme des forces de sécurité et de développement, et puis il y a celui du développement lui-même qui est porté par l'Alliance Sahel dont je parlais. Donc je crois que là-dessus, il y a une cohérence qui se construit. Ce qui reste à faire, je crois que ça a été mentionné là, le besoin de mieux se coordonner sur les actions d'aide au développement. L'aide reste, quoi qu'on en dise, saupoudrée, parce que mais ce sera un autre sujet, elle est structurellement construite autour de programmes ou de projets qui ont une vie limitée, mais aussi une ambition très ciblée avec des objectifs différents. Donc l'aide est saupoudrée, il est difficile de reconstruire des stratégies derrière. Il faut se coordonner pour ça. On en parle toujours, et c'est l'Arlésienne de Bizet. Voilà, on l'attend, cette vraie coordination. Comme disait Serge Mikhailov, ça a été une des raisons de l'échec des stratégies en Afghanistan. La co-construction, on ne sait pas encore faire. Il faut apprendre. Donc il faut que les jeunes comme vous, quand vous rejoignez les agences qui font les projets sur le terrain, et pas seulement dans les capitales, vous nous apportiez cette capacité à faire le lien et à co-construire. Et puis il faut introduire ces idées qui ont été évoquées ce matin par Bertrand Badi notamment. Le lien social. Ce ne sont pas des nouvelles idées, elles ont une ancienneté. Et la sécurité humaine, 1994, la sécurité humaine, on n'est toujours pas conscient de l'importance de mettre ensemble les questions que vous avez tout justement évoquées, d'éducation, de santé, qui vont
avec les questions de renforcement des capacités des forces armées et des forces de sécurité intérieure. Les approches endogènes, les solutions contextualisées, on n'y est pas. Mais je sais qu'à l'Agence française de développement, ils y travaillent. Alors, c'est de la recherche encore. C'est des chercheurs qui viennent apporter leur bonne intelligence des pays avec lesquels on travaille. Mais on n'y est pas encore. Je dirais, ce qu'il nous faudrait à ce stade, c'est que les pays en question avec qui on travaille nous forcent un peu la main et disent voilà ce qu'on veut. Cessons de faire des projets qui sont construits du haut vers le bas et imposons la réalisation, parce que de toute façon l'argent sinon sera perdu, la réalisation de projets qui viennent du terrain et qui sont vraiment construits ensemble. Voilà, Niagalé, je m'arrêterai là. Merci. Merci. Merci Julien. Je pense que cet éclairage est très important aussi parce qu'il permet de réaliser qu'à la complexité du terrain s'ajoute la complexité des processus et des procédures de décision. Les procédures budgétaires sont extrêmement complexes, la mobilisation des fonds prennent du temps. Il faut également en avoir conscience. C'est-à-dire que oui, on critique, et je suis la première à le faire, les approches des partenaires, mais il faut aussi avoir à l'esprit le dispositif institutionnel dans lequel il s'inscrit, qui est lui aussi un véritable dédale et qui est très souvent complexifié encore davantage par en effet un certain nombre d'injonctions à multiplier les initiatives à l'issue de chaque sommet, à l'issue de chaque rencontre. Et donc, on en arrive, Julien parlait de la coalition internationale pour le Sahel, qui est différente de notre coalition citoyenne pour le Sahel. Donc, la coalition internationale pour le Sahel a pour principale mission aujourd'hui de coordonner des initiatives qui ont été vraiment, le mot d'initiative, lancées de manière successive, en fait, tous les 6 mois. Et on se retrouve, à mon avis, avec un monstre institutionnel qui est très difficile à manipuler, à manœuvrer. Et il faut rendre hommage aux professionnels du développement qui doivent à la fois jouer sur les difficultés des instruments qu'on leur demande de manier et sur la complexité des contextes dans lesquels ils interviennent. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à la salle s'il y a des questions, des réactions. Oui ? Bonjour à tous. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que la force Barkhane est déployée au Sahel. La ministre des Armées françaises, Florence Parly, a parlé que son rapatriement serait possible si des forces privées russes pouvaient arriver. Ma question, c'est comment peut-on voir l'avenir militaire au Sahel ? Est-ce que des groupes auto-armés, comme M. Parlé, peuvent gérer la situation et pourront revenir à la place civile après la paix ? Est-ce que la présence militaire étrangère est toujours importante et est-ce que les solutions endogènes dont vous parliez pourront suffire à amener une situation de paix ? Et ma dernière question, c'est plus généralement, est-ce que la paix est réellement possible dans une région comme le Sahel ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui. C'est une question très très riche à laquelle j'aimerais que chacun apporte une réponse. Je vais prendre plusieurs questions. Mais voilà, j'ai bien noté. Christine, oui. Oui, bonjour, Christine Holzbauer. Je suis journaliste spécialiste du Sahel, donc voilà, que j'ai beaucoup traversé. Alors d'abord, Monsieur Abdourahmane, merci de nous avoir parlé de la très intéressante expérience du Niger. Le Niger, dans le conflit contre les Touaregs, s'est montré très très vite beaucoup plus, comment dirais-je, subtil que son voisin malien, qui n'a jamais réussi à sortir de cette crise-là. Mais en fait, quand vous me parliez... Pardon, excusez-moi. Quand vous parliez chacun des expériences endogènes, je ne pouvais m'empêcher de penser, puisqu'on doit se renvoyer la balle, Bakary, et tu as tout à fait raison, je ne pouvais m'empêcher de penser à la dénazification de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale.
Et j'ai un père autrichien, ça vous explique pourquoi. L'Autriche a beaucoup souffert de l'Anschluss parce elle est devenue très nazie. Mais alors pour la dénazifier, ça a été encore beaucoup plus compliqué. Et en fait, ce qui a marché, malgré qu'on a laissé échapper des criminels nazis en Argentine et ailleurs, et que les Américains ont contribué à le faire, ce qui a marché, c'est le civilo-militaire. Et il me semblait, en vous entendant, avec l'opportunité de mettre en place des expériences endogènes, mais au bon moment, il me semblait que, Bakary, je vais être aussi impertinente que toi, les militaires, ce sont aussi des citoyens. Et que si on donnait une formation aux militaires de vos armées nationales, de toutes les armées nationales des pays du Sahel, pour être capable de faire ce civilo-militaire, qui est qu'une fois qu'on a répondu à l'urgence sécuritaire, ensuite il faut reconstruire. Donc non seulement on prend tout le côté génie de ces armées, enfin on les forme au génie qui sert à reconstruire les ponts, reconstruire les routes, mais surtout à la réconciliation. Et, voilà. Et ça demande une véritable formation. Alors, monsieur de Expertise France, pourquoi vous ne concentrez pas les budgets sur ce genre de choses, sur ce genre de programme ? Parce que, après tout, si vous voulez, les populations, elles sont capables de se prendre en charge. Il suffit qu'il y ait un peu de sécurité, elles vont se remettre à cultiver leurs champs et elles se nourriront elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de vous. En revanche, peut-être qu'un vrai coup de pouce au bon endroit pour aider ces armées à former correctement leurs militaires, qui encore une fois sont aussi des citoyens, ça serait peut-être pas mal. J'aimerais bien entendre votre réponse là-dessus. Il a beaucoup à dire là-dessus. Alors déjà, on va... allez-y, et on va prendre... je vous prendrai après, je laisse répondre, parce qu'autrement, ça fait beaucoup, parce que ce sont déjà deux grosses questions. Donc, qui veut répondre ? Je pense que chacun peut apporter... moi aussi, je voudrais bien apporter des éléments, mais allez-y d'abord, vous, monsieur, pour répondre à la question posée... alors, sur la Russie, au Sahel, je te laisserai répondre, mais de savoir si ces solutions endogènes pourront apporter la paix, notamment. Ok, merci bien. Merci pour en fait, ces questions. Tout à fait. Il y a une nouvelle situation, évidemment, qui inquiète certains, que d'autres applaudissent. C'est ça, évidemment, l'intérêt en fait, du forum pour pouvoir comprendre, évidemment, cette question, évidemment, la gestion de la paix mondiale. Je ne reviendrai pas sur ces points, ces aspects, on les a tous déjà cités. Quand le Sahel a commencé à sombrer, il y a eu un appel, peut-être vous vous en souvenez de la lettre sûrement de Diankounda pour demander un appel et bien d'autres. Chemin faisant, l'ensemble des États africains sont organisés sous l'égide des Nations Unies à mettre une première force qui était MISMA avant qu'elle ne soit MINUSMA. Et avec le temps, les États sahéliens se sont dit il est important que nous pensions à un mécanisme. Parce que les visions occidentales, oui, tout à fait, c'est une solidarité. Mais il nous faut un mécanisme qui peut nous permettre de réfléchir sur comment, évidemment, juguler cette question. Personnellement, j'avais conduit une étude du G5 Sahel dans le Liptako Gourma. Ça m'a permis moi-même de comprendre certaines situations. À l'époque, je ne pensais jamais aux questions de développement. C'est quand j'avais sillonné ces zones et les questions proposées, en fait, par l'ISS, par le biais d'Ibrahim Mega, ça m'a permis effectivement de comprendre non seulement cette situation. Donc cet aspect de multilatéralisme, il a son avantage comme il a son impact, comme on venait de le dire. Les questions bilatérales, nous n'avions pas de problème en ce qui concerne, bon, même si au Mali ça commence à venir récemment, et aussi c'est un bras de fer naturellement pour un État qui se sent souverain, mais pour le Niger et bien d'autres, on peut le dire qu'ils ont de très bonnes relations. Ils essayent de gérer au mieux les relations. Nous avions une force Barkhane avec laquelle nous travaillons avec des questions précises, un plateau qu'elle doit offrir. Mais ces forces, quand ça dure, d'autres sentiments, en fait, viennent. Parce que j'avoue, l'ensemble des communautés qui vivent sur ces questions terroristes ont horreur aujourd'hui de savoir
il y a plus de 5000 soldats déployés, et ils voient devant eux des armadas qui passent dans ces zones difficiles, qui reviennent, et qu'on leur dise, avec tout ce qu'il y en a, il est difficile de mettre fin à ces choses. Voilà en fait ce qui a provoqué beaucoup de sentiments à l'endroit de ces forces. C'est les Occidentaux, la France, c'est vraiment nos amis, et on a besoin tous de l'un et de l'autre, mais en ce qui concerne évidemment ces questions, plutôt apporter des appuis pour des questions de développement de ces initiatives et encore de nos armées locales pour pouvoir non seulement juguler ces choses, c'est des humains. Il suffit qu'on les forme pour les questions dont elles disent, ils pourront répondre à toutes ces questions. Et déjà, pour le Niger, le programme est déjà en cours. On avait fait tout le point à un certain moment. On s'était rendu compte non seulement de beaucoup de situations, même pour ce que, évidemment, docteur Bakayoko en parlait tout à l'heure, évidemment, de la dégradation, un dernier moment de situation. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, on avait organisé une grande rencontre qui permettra de partager des expériences. Et au sein, l'ensemble de beaucoup d'initiatives de comités nous ont permis d'avoir sur la main ce qu'il fallait pour mettre fin non seulement à cette situation, notamment la question du maillage. Docteur, on n'a pas besoin de vous dire, sur les 5400 km qu'on a avec, du Niger, les 600 km avec le Mali, on a un seul poste de contrôle. Tu ne trouves pas une position stable de l'armée qui peut garantir le déploiement de l'État. Donc c'est ça, avec l'arrivée du président actuel Bazoum, évidemment, tous les rapports qui ont été faits, il a pris l'engagement, comme ce que le Premier ministre a présenté, l'axe de DPG. Le premier aspect, c'est la sécurisation des communautés, en fait, dans leur localité, et des engagements ont été pris pour les ramener, et beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour que chacun retourne et que l'armée prenne des dispositions, s'organise pour retourner afin qu'il y ait évidemment d'autres retours d'initiative. Voilà un peu ce dont on souffre un peu pour cette question. Les groupes, j'allais un peu coupler. Oui, mais donc, il faut que chacun ait la parole. Donc, je suis désolée, je suis obligée d'être un peu autoritaire, mais pardon. Voilà. Donc, je sais ce qui m'attend. Merci beaucoup pour la question là, parce que c'est d'actualité, on ne pourrait pas esquiver cette question. Vous savez, il y a un président qui aimait bien une expression qui disait « en même temps ». Vous savez, le Sahel n'est pas un sujet facile pour la France, bien que la France y déploie beaucoup d'efforts avec Serval, et puis c'est le président malien qui a appelé à ce que la France vienne intervenir. On se rappelle des petits drapelés français à Tombouctou, à Bamako, pour célébrer la France. On a même offert un chameau à François Hollande. Alors, maintenant, le Sahel n'est pas facile pour la France. Pourquoi? Parce qu'en même temps, elle doit y gérer l'histoire et l'urgence. Ce n'est pas facile de gérer l'histoire et l'urgence en même temps, vu les rapports historiques qu'il y a. Il s'ajoute à ça aussi que le fait que, je pense que c'est un peu la montée des populismes dont je parlais tout à l'heure. De la même manière que ce sont les mêmes autorités qui appellent à l'intervention de la France, mais qui disent que, ah oui, on ne peut rien faire parce qu'il y a la France. C'est arrivé un jour où il y a un petit malentendu, une petite erreur de communication qui est arrivée dans ce malentendu, lorsque un président qui est partenaire du Mali, donc de la France, a presque convoqué les présidents de la région. Et venez à Pau, vous me dites, est-ce que c'est vous qui m'appelez ou pas? Voilà, venez. Vous avez convoqué, quoi. Et c'est de méconnaître. Je pense que c'est de méconnaître la culture africaine que de ne pas savoir qu'on n'engueule pas le chef de la concession devant la basse-cour. C'est-à-dire que le ton utilisé à Pau, en disant aux Africains, venez à Pau, est-ce que c'est, voilà, ça va être clair, on va tout tirer au clair, en les convoquant, je pense que ça a été un déclic très important sur la communication de Macron devant
ces chefs d'État africains. Ça, c'est un. Du coup, ils ont leur population qui disent que non, l'intervention française n'a pas de résultat, etc. Mais aussi de l'autre côté. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une jeune qui est arrivée au pouvoir qui veut rester au pouvoir, qui veut perdurer, mais qui offre du populisme. Comme ici, il y a des gens qui croient qu'une fois qu'on aura chassé, lutté contre les Arabes, les Noirs, la France va bien se porter parce que c'est bien, quoi. Voilà, Zemmour a toutes les solutions. Quand des pays sont dans une forme d'angoisse existentielle, des crises économiques, sociales, etc., accent de leadership, on sert du populisme. C'est la même chose à Bamako. C'est-à-dire que ce jeune veut rester au pouvoir, il faut trouver quand même un bouc émissaire. C'est la France qui est... Voilà. Et puis, pour la France, ça passe bien, quoi, parce qu'on va dire, oui, après, tu peux mettre 300 ans de colonisation, quelques 50 ans, je sais pas, 200 ans d'esclavage. Après, ça va bien. Tu cuisines bien ton populisme. Mais c'est d'un populisme, donc, aujourd'hui, qui fait que le Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, qui était communiste avant, de gauche après, maintenant pro-militaire... C'est la même chose. Donc, je pense que c'est compliqué. Mais, encore une fois, pour les citoyens que nous sommes, on ne doit pas céder à cette escalade. Moi, je pense que ce serait dommage qu'il y ait une escalade entre Bamako et Paris, que pour notre région, en tout cas, une escalade entre Bamako et Paris n'est pas souhaitable, parce qu'on a déjà assez d'urgences sécuritaires à gérer. On a besoin aussi bien de la stabilité du Mali, comme une digue sur la migration, sur le terrorisme, mais aussi de l'expertise de la France, qui est un allié traditionnel, qui n'a jamais varié, quand même, qui est le partenaire le plus constant dans son aide au Sahel. Mais c'est là le problème, il ne faut pas céder à ces discours. Ici aussi, on nous sert, oui, on a des soldats qui sont morts, mais il y a un sentiment anti-français là-bas. Je ne crois pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Moi, je pense qu'à un moment, la France, de par sa classe politique, a perdu un peu la connexion avec la vraie Afrique. Et que, mais nous, on parle en français. D'abord, bon, nous, on vous parle dans votre langue maternelle, mais vous ne connaissez pas bien nos langues maternelles, quoi. Je veux dire, le français, pour moi, c'est un butin de guerre. Je ne veux pas perdre mon butin de guerre. C'est tout ce que j'ai gagné pendant cette histoire-là. C'est mon butin de guerre, le français. Donc, je crois qu'il faut sortir des populismes des deux côtés. Donc, sur le civil militaire, très rapidement. C'est vraiment 5 minutes. Voilà. Non, une minute. Une minute. Ouais, d'accord. Non, je vais laisser répondre Julien, pardon. Je vais répondre rapidement. Ouais, en 2 minutes. Donc, rapidement, c'est pour juste dire que la France et l'Afrique, et l'Europe ou l'Afrique, c'est comme quelqu'un avec son enfant. Je pense que les Européens n'arrêtent pas de biberonner les chefs d'État africains. Oui. Et c'est le retour comme ça. Voilà pourquoi le Mali joue avec la France. Alors, ça veut dire que quand vous avez un enfant et que vous ne l'éduquez pas correctement, vous, à tout bout de champ, vous lui donnez du chocolat parce qu'il pleure, ben, c'est la résultante comme ça. Ils vont toujours s'amuser avec vous tant que ça va être comme ça. J'ai discuté avec un ambassadeur français, je disais qu'à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. On a un problème de gouvernance. On ne peut pas s'affranchir de l'aide internationale. On ne peut pas s'affranchir de Barkhane aujourd'hui. Si l'aide internationale quitte le Sahel, ça va être exactement le même scénario que l'Afghanistan, puisque nos armées ne sont pas prêtes. Ils ne peuvent pas faire face à ces groupes armés terroristes. Aujourd'hui, pour évacuer un militaire burkinabé blessé au front, on est obligé de pleurer avec Barkhane pour que Barkhane parte l'évacuer. Sinon, ça va être un problème. C'est inadmissible. Et après, on ne peut pas... C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut que nous soyons honnêtes, francs, en disant, OK, et on n'a plus affaire à ces dirigeants-là. Ces dirigeants-là, ce qu'il faut faire, c'est la bonne gouvernance. Maintenant, les initiatives locales de sécurité, la solution endogène, elle ne peut être appliquée qu'en fonction de certaines localités. C'est comme je l'ai dit. Il y a le moment et il y a aussi les localités. Donc, il va falloir comprendre le phénomène, les dynamiques, en fonction de chaque localité pour pouvoir l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Donc, voilà ce que j'avais ajouté. Il faut que je fasse très vite. Sur Barkhane, alors c'est plutôt en tant qu'enseignant à Sciences Po que je vais parler de ça, parce que sinon je risque d'avoir des ennuis.
c'est pas un retrait, c'est une transformation. Mais je pense qu'il y a des solutions à trouver avec les autres acteurs qui sont déjà là. Il y a des solutions à trouver avec la MINUSMA, son mandat qu'il faut peut-être revoir, le nombre de PAX, le nombre de casques bleus qui sont mis à disposition. Mais ça, c'est quelque chose qui se décide avec les autorités maliennes. Sans elles, évidemment, le Conseil de sécurité ne peut rien faire. Sur le CIMIC, là, je reprendrai quelque chose que Bakary avait... J'étais étonné qu'il ne l'évoque pas, c'est les projets poussières. Bakary parle parfois des projets poussières. Et quand j'étais justement à la MINUSMA au Mali, on a fait du civilo-militaire. Et j'ai tendance à voir ça comme parfois des choses qui sont faites un peu vite d'abord, donc pas souvent avec un objectif d'appropriation par les populations. Et poussière parce que c'est en général les gens on leur demande où est le projet et tout ce qu'ils ont vu c'est le véhicule qui passait et la poussière qui reste derrière. Mais ils n'ont rien vu du projet. Deuxièmement, moi je pense qu'il ne faut pas aller vers trop de ce que j'appelle la sécurisation du développement, et c'est trop facile de mettre plus d'argent vers ces choses-là. Il faut garder des ressources justement pour l'éducation, la vraie, pour les formations des enseignants, pour les systèmes de santé. C'est trop facile d'attirer les financements vers la sécurité, même si je conçois qui sont solides. De notre côté, on ne fait pas vraiment du civilo-militaire parce que derrière, il y a quand même des doctrines. Il y a les doctrines OTAN, il y a les doctrines américaines et françaises qui sont très établies. Et du civilo-militaire, du CIMIC comme on dit, c'est avant tout pour obtenir un résultat, c'est pour atteindre l'objectif militaire. Après, le reste vient après. Donc on est toujours un petit peu tenté d'hésiter quand on fait des projets avec les militaires. Mais quand on a un leadership, et je finirai là-dessus, solide, comme par exemple avec le Niger aujourd'hui, oui, on peut faire du CIMIC de façon très efficace et nous le faisons. Et là, c'est un exemple typique où les autorités du Niger nous ont dit on veut procéder comme ça, on ne veut pas que vous fassiez vous-même les contractualisations, on veut que ce soit le génie qui fasse la construction des prochaines emprises. Et bien très bien, et nous on s'adapte, on apprend à faire notre métier un peu différemment. On appelle ça de la subvention concrètement, et le génie militaire du Niger peut faire le travail. Ne me citez pas, mais peut-être plus vite que nous. Voilà. Donc il faut garder espoir sur ces possibilités d'évoluer, et même si ces actions sont très techniques, donc il ne faut pas non plus en mettre trop sur le bras des militaires qui ont d'autres priorités. On n'aura pas le temps de prendre votre question. Écoutez, je vous remercie tous d'être restés quasiment tous jusqu'au bout. J'espère qu'on vous aura donné une autre vision du Sahel et qu'on a pu esquisser quelques solutions qui vous ont paru pertinentes. Merci, bonne soirée.